Bonjour à tous et bienvenue à vous dans On se dit tout. Nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan et puis c'est normal, je vous propose aujourd'hui un tour d'horizon des principaux conseils et recommandations pour un jeûne respectueux de votre organisme. Nous passerons en revue les principales erreurs que nous commettons principalement côté alimentation, leurs conséquences et surtout comment profiter de tous les bienfaits du jeûne avec une équipe de spécialistes. À tout de suite. Pour un jeûne ou plutôt pour une alimentation respectueuse du corps, on en parle avec vous, Dr Sara Loudriri, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir, vous êtes gastro-entérologue. Oui. Et Dr Karim Louali, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Et en fait, ce n'est pas le jeûne qui devrait être respectueux de l'organisme, mais c'est plutôt la rupture du jeûne, l'alimentation, qui devrait respecter notre organisme pendant le mois de Ramadan. Donc, d'abord, pour commencer, on va aller sur les effets positifs du jeûne sur le corps, Dr Karim Louali. Bien entendu, au-delà du jeûne spirituel, parce qu'on sait très bien c'est un mois sacré, le jeûne est vraiment une belle occasion pour prendre soin de sa santé. Études à l'appui, dans les maladies inflammatoires, notamment pour les arthrites rhumatoïdes, on sait que le jeûne a d'excellents résultats. Dans tout ce qui est maladies digestives, les maladies inflammatoires du côlon, la colopathie fonctionnelle, on sait très bien que le jeûne a de très bons résultats. Au-delà de ça, ça reste un beau moment pour assainir son alimentation, parce qu'on peut perdre quelques kilos et donc lutter contre l'obésité durant ce mois de Ramadan, on peut vraiment assainir sa santé. Et puis même pour les hypertendus, on voit parfaitement que le jeûne permet d'abaisser la tension artérielle. Donc c'est vraiment un véritable atout santé. Docteur Sara Loudriri, justement avec vous en tant que gastro-entérologue, quels sont les effets du jeûne sur l'organisme et notamment sur le système digestif ? Alors par rapport au tube digestif, ça permet un repos incroyable du tube digestif et par là même une régénération du tube digestif, allant de la bouche jusqu'au tout le tube digestif. C'est-à-dire que l'estomac est régénéré, les couches de l'estomac sont détoxifiées, il y a des phénomènes cellulaires, c'est-à-dire ça se passe même au point de vue cellulaire, il y a une mort des mauvaises cellules, si vous voulez, et une régénération en mettant en évidence les bonnes cellules. Donc l'estomac est régénéré, les intestins sont mis au repos, ils sont détoxifiés, le pancréas aussi est mis au repos, ça permet de prévenir certaines maladies, le foie et la vésicule biliaire également sont régénérés et détoxifiés. Donc par rapport au tube digestif, ça permet une incroyable mise à neuf de notre tube digestif. Alors une mise à neuf du tube digestif, de l'appareil digestif, seulement si l'alimentation est respectueuse. Bien il ne suffit pas évidemment. de jeûner, de ne rien manger pendant les heures du jeûne pour que tout ça se mette en place. Bien évidemment, c'est la condition sine qua non. Exact. C'est effectivement, au moment de la rupture du jeûne, de rompre le jeûne avec des aliments qui ne vont pas remettre à tort tout ce qui a été fait auparavant. Tout à fait. Je parle bien entendu dans des conditions de rupture de jeûne adéquates. Exact. Eh bien, on va passer tout cela en revue. On y va. Docteur Karim Louali, la nutrition, c'est votre spécialité. Quand un corps ne mange pas toute la journée, on ne peut pas venir en un seul repas et remplacer tout ce qui n'a pas été mangé toute la journée. C'est ça l'erreur que font la majorité des gens. Le premier repas est un repas de rupture de jeûne. C'est-à-dire qu'il faut rompre le jeûne et manger par la suite. Bien entendu, l'idéal serait de prendre un verre d'eau et après quelques dattes, parce que les dattes, c'est les sucres les plus rapides qui existent, qui permettent d'augmenter cette glycémie, de donner ce coup de fouet au corps, et puis se contenter d'un bol de quelque chose, une soupe chinoise, une harira diète comme on dit, et puis s'arrêter. Parce que ce qui se fait maintenant, c'est des choses salées, c'est des choses sucrées, c'est des choses frites, c'est même des tagines, des sandwichs. Et puis, on va rester devant la télé pendant des heures et des heures en train de manger. Non, il faudrait rompre le jeûne pour pouvoir manger par la suite. Et puis, prendre le temps, 1 heure ou 2 heures, le temps que l'estomac se repose, qu'il reprenne ses esprits, et par la suite, manger plus sainement. D'ailleurs, quand on dîne, on va dîner sainement. Mais quand on fait le ftor, généralement, c'est des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. On ne va pas manger sainement. En général, on a faim. Et donc, on voit les gens un petit peu se ruer sur l'alimentation. Du point de vue mécanique de l'estomac, est-ce que ce n'est pas une agressivité ? C'est-à-dire que ce qu'on y met, c'est déjà pas bon, mais même, est-ce qu'on ne pousse pas à
trop vite fonctionner rapidement alors qu'il a été mis au repos toute la journée? C'est mauvais, effectivement. L'estomac, il faut le concevoir comme un sac en forme de J. Et au bout de ce sac, il y a un tout petit orifice. Et effectivement, les conditions de bonne vidange gastrique sous-entendent un bon remplissage et qui se fait lentement, sans trop d'excès, pour que effectivement le bol alimentaire, tel qu'il est appelé, puisse se vidanger et être mixé et être digéré dans les meilleures conditions. Parce qu'il faut ne jamais oublier que la jonction entre l'estomac et l'intestin, c'est un tout petit orifice qui a ses conditions de vidange et qu'il ne faut pas forcer. Tout simplement. C'est pour ça que beaucoup de personnes souffrent de constipation pendant le mois de Ramadan? Non, ça c'est autre chose. C'est lié à la qualité de ce qui est pris et non pas à la quantité en elle-même. C'est parce que durant le mois de Ramadan, et la docteure Louali pourra le justifier également, en général, les patients mangent beaucoup moins de fibres ou du moins pas autant qu'ils devraient en manger. Et c'est pour ça qu'en découlent des problèmes de constipation qui elle-même est source de nombreux autres problèmes, notamment crise hémorroïdaire, fissure anale, etc., dont la cause sous-jacente est une constipation qui elle-même est due à une carence en fibres. Ok, alors on va revenir à la rupture du jeûne qui est très importante, mais en même temps, on va placer les choses dans leur contexte. Le mois de Ramadan, c'est dans quelques jours, et on sait que les journées sont longues et les nuits sont courtes. Et puis, l'activité de la journée est là. Il faut aller à l'école pour les enfants, il faut les emmener, il faut se réveiller avec eux, il faut les emmener à l'école, il faut aller au travail. Donc, en fait, nos nuits sont courtes. Et en même temps, on n'a pas beaucoup de temps pour manger. Si on doit manger, bien sûr, à la rupture du jeûne, et puis il faut se coucher relativement tôt, parce qu'il faut être en forme le lendemain, être opérationnel au travail. Ce qui fait que c'est pour ça, docteur, que beaucoup de personnes aujourd'hui optent pour cette alimentation directement à la rupture du jeûne. Vous nous dites c'est mauvais pour l'organisme. Mais comment on gère entre peu d'heures de sommeil Vous avez parlé d'un point très important. En fait, il faut rester actif. Déjà, parce qu'on fait allusion aux gens qui dorment le matin et qui dorment en fin d'après-midi. En fait, la clé d'un jeûne réussi, c'est rester actif. Parce que quand on se réveille, quand on est actif, quand on fait nos activités quotidiennes, on aide le corps à rester actif et à brûler. Contrairement à quand on est endormi, quand on ne bouge pas, c'est-à-dire on va encore baisser plus notre métabolisme de base et on va être encore plus léthargique. Donc l'activité déjà durant la journée est quelque chose d'essentiel. Alors la rupture de jeûne, il faut qu'elle soit légère. Un estomac ne peut pas prendre cette quantité incroyable d'alimentation avec jeûner toute la journée. Ma collègue l'a bien expliqué, il y a un petit orifice et on ne peut pas tout faire passer comme ça. Alors en plus, moi ce qui me dérange, c'est les aliments qui sont dans la table. Quand on a des choses qui sont frites dans la table, c'est plus de 6 heures de digestion. C'est-à-dire qu'on va se contenter finalement d'un seul repas par jour parce qu'à force de manger des choses frites et qui ne vont pas être bien digérées, on va être rassasié durant toute la soirée et on va se contenter d'un seul repas par jour. Et là, mauvais. C'est très mauvais parce qu'on va faire jeûner notre corps pendant 24 heures finalement. Bon, un peu tout moins que 24 heures et c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir ces doubles étapes. C'est-à-dire rompre le jeûne, manger par la suite. Et quand je dis manger par la suite, ça peut être 45 minutes après. C'est-à-dire que si j'ai envie de dîner directement, je vais prendre de l'eau, quelques dattes, faire ma prière et ne pas manger. Et attendre 45 minutes, le temps que l'estomac se repose, en ce moment-là, attaquer mon dîner directement. Et c'est plausible? Mais bien sûr, c'est pas faisable. Utopique, docteur? Non, c'est pas utopique. Parce que c'est simple, je vais rompre mon jeûne, quelques dattes de l'eau, je vais rien manger, je vais attendre 30 minutes, 40 minutes. À ce moment-là, même pas une soupe? Je peux prendre une soupe, c'est pas grave. Okay. C'est des légumes, ça se digère rapidement. Et 45 minutes après, 1 heure après, l'idéal c'est 2 heures, je vais poser mon dîner équilibré, correct et le prendre. C'est ça, parce que le souci, en fait, c'est quoi? C'est qu'il faut manger, mais il faut aussi ne pas aller dormir directement parce qu'il faut digérer. Et en même temps, il faut dormir relativement à heure La logique. digestion dépend des aliments que je mange. Si je prends un dîner léger, qui n'est pas frit, des légumes, de la protéine blanche, des choses qui se digèrent facilement, je peux digérer en 2 heures. Bien entendu, si j'ai des choses où il y a de l'huile ou de la friture, ça va prendre 6 heures et je vais avoir des cauchemars et je vais mal dormir et je vais mal digérer. Je vais me réveiller le matin complètement... Ok. On va revenir à 2 éléments très importants dans la rupture du jeûne, à savoir le hréa, notre fameuse soupe traditionnelle, et les jus de fruits. Mais juste avant, je vous pose la question au docteur Sarah Loudriri. C'est aussi la période où beaucoup de patients se plaignent de brûlures, d'acidité gastrique. Tout à fait. Alors, plusieurs études l'ont montré. À partir du 10e jour
du mois sacré, la sécrétion gastrique acide augmente de 50% par rapport à la sécrétion basale avant le mois sacré. Donc effectivement, 10% de la population de jeûneurs est assujettie à ces remontées, à ces reflux acides. Et ça, il y a des conséquences directes sur la santé, donc un malaise, un mal-être, et puis des conséquences qui sont parfois plus fâcheuses. Mais on le dira jamais assez, c'est encore une fois lié à la qualité de la rupture du jeûne. C'est ça. Donc, il ne faut pas non plus, au moment de la rupture de jeûne, agresser le système digestif et le corps de manière générale par des aliments qui vont lui nuire plus que être bénéficieux, c'est-à-dire plus qu'ils seront meilleurs. Mais exactement. Donc oui, les reflux acides, les douleurs gastriques, parfois même des ulcères sont réveillés et donc même compliqués à la suite du jeûne. Ce sont des motifs de consultation assez fréquents. Oui. Pendant le mois sacré même. Pendant le mois sacré, oui, tout à fait. Bon, effectivement, on en voit durant toute l'année, mais oui, pas mal de patients sont plus sensibles. Ça ne se déclenche pas après. Ça peut se déclencher très très vite pendant le mois de Ramadan. Oui, à partir du 10e jour du mois, on en voit de plus en plus. Parce qu'on a malmené son corps. Tout à fait. Et puis, ça se voit durant les 2-3 mois qui suivent aussi le mois sacré. C'est ça. Ouais. Alors, revenons à cette rupture du jeûne. Il y a aussi des excitants, on va en parler, le thé et le café. Alors, Mel Harira. Alors, cette soupe, justement, c'est, on va dire, synonyme de Ramadan dans de nombreux foyers marocains. Et on entend souvent les spécialistes dire qu'elle pourrait être une soupe santé. C'est comment on la prépare et comment on a dévié sa préparation qui l'a rendue un petit peu lourde pour l'organisme, pour ne pas dire nuisible. Oui, alors il y a deux éléments qu'il faut bannir complètement de cette soupe marocaine qui reste saine quand on la prépare bien, parce qu'elle contient que des sucres lents, elle contient des protéines, c'est-à-dire qu'elle contient des choses assez saines. C'est d'abord la farine blanche, parce que ça qui alourdit les choses, et ensuite le fameux semen. Oui. Donc ça, c'est des choses très gras, qui sont très difficiles à digérer. On sait très très bien qu'un foie, qu'une vésicule biliaire qui a été en repos toute la journée, on va lui donner de la matière grasse. Ça va complètement faire chambouler les choses. Donc, il faudrait la préparer naturelle. En fait, le goût, il est dans les condiments. Il n'est pas dans l'huile. C'est-à-dire que quand je prépare ma harira, je vais mettre mes tomates, je vais mettre mes herbes. Pas conserve. Pas de conserve, parce qu'il y a une astuce dans les condiments. Alors, je vais mettre d'abord mes herbes, le persil, la coriandre et les céleris, les fameuses céleris, c'est les plus importantes. C'est quand je mets mes épices. Un tout petit peu de sel, je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, du poivre. Et là, je vais mettre de la curcumine qui va me donner la couleur. Donc, je n'aurai pas besoin de mettre la tomate en conserve. Bien entendu, je vais mettre mon féculent. On met des lentilles, on met des pois chiches. Bon. On peut mettre les deux, on réduit la quantité, parce que quand même, les féculents restent un tout petit peu difficiles à digérer, mais ça contient des fibres. On réduit un peu la quantité, on les prépare au préalable. On sait que les pois chiches, il faut les mettre dans de l'eau, il faut les éplucher avant, parce que la femme n'a pas le temps maintenant de faire ça dans la même journée. On peut le faire au préalable. Et puis on stocke dans le congélateur. On stocke, puis on met ça dans notre cocotte, etc. Alors l'astuce, c'est quoi? C'est qu'au moment où je mets pour cuire, je vais mettre une pomme de terre et 2 carottes entières. Au moment de la cuisson. Au moment de la cuisson, je vais les mettre dans la marmite, 2 carottes et une pomme de terre. Épluchées, mais en entier. D'accord. Et à la fin de la cuisson, au moment de tourner, on va récupérer notre pomme de terre et nos 2 carottes. On peut ajouter un peu de coriandre. On va les passer au hachoir. Et c'est avec ça qu'on va tourner la soupe. On n'oublie pas d'ajouter une cuillère à café de fécule de maïs qui fera l'affaire à la place de la farine. D'accord. Et puis en ce moment-là... Pardon, la carotte ne change pas le goût? Non, du tout. Ne sucre pas le harira? Du tout, c'est très bon. Certes, ce n'est pas aussi lourd que la harira traditionnelle, mais ça fait affaire, c'est léger, c'est facile à digérer, et puis ça peut nous donner le plaisir de manger la harira sans pour autant causer de dommages à notre système digestif. C'est une recette que vous partagez aussi avec vos patients, docteur Boudreri? Alors, très sincèrement, par rapport à la pomme de terre, oui. Et on a eu le plaisir de voir qu'effectivement, les patients, les personnes de manière générale, pas forcément les patients, sont moins lourds, moins dans un état, on va dire, de coma après la rupture du jeûne. Ils sont plus toniques, effectivement, et moins apathiques juste après la rupture du jeûne. C'est pas aussi, par rapport à ce relâchement, c'est pas aussi dû au céleri, entre parenthèses?
Oh oui, mais finalement... Aux effets du céleri? Non, moi mythe ou réalité? Non, c'est un mythe. Bon, pas avec cette quantité. Ouais. Mais finalement, ce qui donne ce relâchement, c'est ça. C'est quand je mange beaucoup et que je mets un contrite sur mon tube digestif. Parce que la thermogénèse de l'aliment, pour digérer, ça nous fait consommer de l'énergie. On a jeûné toute la journée et on va consommer encore plus d'énergie pour digérer ce qu'on a mangé. C'est normal qu'on se trouve léthargique, fatigué après un repas très copieux. C'est vrai. Alors, docteur Sarah Al-Boudriri, l'hydratation est également très très importante. Elle fait défaut pendant le mois de Ramadan. C'est vrai que les journées sont longues, les soirées sont courtes, et puis il est important de bien s'hydrater. On va voir ça en détail. Vous, en quelque sorte, on va dire, vous réceptionnez les conséquences de nos mauvaises habitudes dans votre cabinet en tant que gastro. Donc on a parlé de réveil de certains ulcères, de constipation. Si on devait aussi faire référence à l'hydratation de par votre spécialité. Alors l'hydratation aussi, et par là j'entends la mauvaise hydratation, peut engendrer effectivement des problèmes de constipation. Donc il est très important de s'hydrater correctement, mais pas de manière trop brutale ni trop rapide. Donc c'est ce qui est vraiment très important. C'est vrai qu'on a une période plus courte qu'en temps normal pour s'hydrater, mais ce n'est pas une raison pour faire défaut à la quantité d'eau qu'on doit consommer, eau ou haute, parce que l'hydratation, ce n'est pas que par rapport à l'eau. Et il faut faire attention à ne pas s'hydrater de manière trop rapide. Donc ne pas prendre son grand verre d'eau et le boire directement, mais de manière plus progressive, veiller à bien hydrater son corps pour justement éviter les problèmes de constipation dont les dégâts peuvent se voir même à long terme. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, la constipation est source de plusieurs autres maux. Donc les fissures anales, c'est parfois une constipation qui engendre ce problème-là, et ce problème peut traîner jusqu'à 6 mois et conséquence d'une constipation. Donc oui, effectivement, on réceptionne pas mal de patients qui souffrent de divers maux. Donc on a dit des problèmes de reflux, des problèmes de gastrite, d'inflammation de l'estomac, des problèmes d'ulcères qui sont créés ou compliqués, et puis aussi la constipation et ses conséquences. Et tout ça est dû en fait à cette mauvaise alimentation, à cette mauvaise gestion de l'alimentation. Pas uniquement, il y a des gens qui sont plus réceptifs, enfin plus sensibles que d'autres, mais la mauvaise alimentation est un facteur qui peut déclencher certaines maladies ou pathologies, oui, bien sûr. Absolument. Alors l'hydratation, justement, docteur Karim Louali, et alors docteur Sarah Al-Boudriri tirait la sonnette d'alarme par rapport à cette consommation rapide du verre d'eau à la rupture du jeûne, mais il y a aussi la consommation de jus de fruits. Vous en pensez quoi ? On ne sait plus s'il faut ou il ne faut pas Il ne faut pas. Déjà, un fruit, quand on le presse, on perd pratiquement tout ce qui est bon dedans. Pas au départ, hein, un jus d'orange, quand on le presse, la moitié de la vitamine C est partie. Et après la demi-heure de l'avoir pressé, l'autre moitié, elle est partie. C'est-à-dire c'est que de l'eau et du sucre. En plus, c'est acide. C'est du mauvais sucre, même si c'est un jus naturel? Oui, parce que quand on enlève les fibres, ouais, ça devient des sucres rapides. C'est-à-dire que c'est plus préférable de consommer le fruit en entier, avec ses fibres, on va plus en profiter. Et puis, le moment de la rupture de jeûne n'est pas du tout le moment idéal. C'est le moment du verre d'eau? Oui, par petites gorgées. Par petites gorgées, c'est le moment du verre d'eau. Et l'hydratation, c'est pas que de l'eau. Je peux m'hydrater avec plusieurs façons. Quand je prends un bol de soupe, je m'hydrate. Quand je bois un thé, je m'hydrate. Quand je prends un café, je m'hydrate. Quand je prends une tisane, je m'hydrate. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de s'hydrater. L'important, c'est atteindre sa ration d'eau que je dois prendre pour que le corps fonctionne normalement. Puis, je dois toujours veiller à éloigner ça de l'aliment. Parce qu'il ne faut jamais boire en mangeant, parce que je dilate mon bol alimentaire. Mon estomac a plus de mal à digérer. Et puis d'autant plus que je prends des fruits, des choses acides qui peuvent me coaguler mes protéines et me donner plus de flatulence et plus de maldigestion. Mais alors on a quand même très peu de temps pour manger tout ce qui doit être mangé dans une journée normale, parce que c'est bon pour l'organisme. Les fruits, c'est bon pour le corps, il y a des fibres, il y a des bons sucres. On a toujours entendu qu'il fallait manger des fruits. Mais en même temps, on ne peut pas les associer au repas, parce que ça crée des flatulences. On les mange quand, ces fruits? À Ramadan, c'est très simple. J'ai rempli mon jeûne avec quelques gorgées d'eau et mes dattes. Je prends une shorba, un bol de soupe, quelque chose comme ça. Puis après, je vais me permettre une petite pause de 2 heures. Je dîne. Et avant de me coucher, je peux faire ma collation de fruits. Par exemple, en cas, c'est une chose qui est très simple. Il faut toujours éloigner le fruit 2 à 3 heures après le repas. Et donc, le moment idéal... Mais ça ne peut pas dormir avant 1h, 2h du matin si on doit suivre ce système?
Écoutez, en ce moment-là, l'idéal serait au boulot du lendemain et à la juste journée. rompre le jeûne et dîner directement, mais avoir un petit intervalle d'une demi-heure, 45 minutes. C'est ça. Et puis avant de dormir, faire une collation de fruits pour pouvoir se réveiller pour le fameux suhoor. Et puis, moi je le dis toujours, comme toute chose, la prévention est la clé. Je ne vais pas attendre Ramadan et aller dans la dernière semaine voir mon gastro parce que j'ai mon ulcère qui se réveillait, mon endocrino parce que mon diabète, est-ce qu'il est équilibré ou pas? En fait, c'est des choses qui se préparent avant. Il y a des contre-indications aux jeunes, les diabétiques, les hypertendus, les gens qui ont des problèmes d'insuffisance rénale, les gens qui ont des problèmes d'ulcère. Eh bien, ce n'est pas la veille de Ramadan que je vais aller chez le médecin pour avoir cette conscience de dire « Ah tiens, je suis parti chez le médecin ». Eh bien non, ça se prépare avant. D'ailleurs, ma collègue pour l'ulcère, elle va le confirmer. Hein. On a préparé ça dans l'émission avec le côté hypertension et diabète. Et justement, avec vous, docteur Salah Al-Oudreh, on a préparé ça il y a quelques semaines parce qu'un diabète doit être bien équilibré avant. Justement, est-ce qu'il y a des maladies qui contre-indiquent le jeûne? Oui, il y a des maladies qui contre-indiquent le jeûne. Et puis, il y a des états de la maladie qui contre-indiquent le jeûne. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Un ulcère. Quelqu'un qui a eu un ulcère il y a 6 mois, qui a été traité, qui est cicatrisé, il peut jeûner, il n'y a pas de problème. Il va être suivi par son médecin, il va lui donner les principales recommandations, un traitement s'il le faut, mais un ulcère datant de, par exemple, plus de 6 mois, qui a été traité dans les règles de l'art, n'est pas une contre-indication au jeûne. Je le dis à mes patients, si votre ulcère est ancien, vous pouvez jeûner. Ce n'est plus une maladie qui est considérée comme une maladie chronique, comme elle l'était auparavant. Pourquoi ça a changé? Ça a changé parce que les causes de l'ulcère sont de plus en plus reconnues et de mieux en mieux traitées. Tandis qu'auparavant, on tâtonnait un petit peu. Et là, la principale cause de l'ulcère, qui est cette fameuse bactérie dont on entend parler partout, elle est connue depuis les années 80-90 et elle est de mieux en mieux traitée. Et donc, l'estomac est mieux cicatrisé. Donc, l'ulcère n'est plus une maladie chronique. Maintenant, si l'ulcère est découvert juste quelques temps avant le mois sacré et qu'on n'a pas encore eu le temps de le cicatriser, alors là, oui, c'est une contre-indication absolue au jeûne. Et parce que c'est tout simplement ces sources de complications qui peuvent être fatales. Une perforation d'ulcère, une complication hémorragique. Donc, on ne va pas courir le risque par rapport à ça. En dehors des pathologies gastriques, il y a les pathologies hépatiques. Donc, un patient cirrhotique décompensé, c'est-à-dire décompensé, ça veut dire qu'il est arrivé à un stade de sa maladie, de son atteinte hépatique qui fait qu'il y a des complications, mais il ne peut pas jeûner. Donc là aussi, c'est reconnu, c'est contre-indiqué. Certaines maladies intestinales, donc les maladies chroniques inflammatoires intestinales, par exemple maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, si le patient est en poussée, il est hors de question qu'il jeûne. Donc tout ça, ce sont des maladies connues pour contre-indiquer le jeûne. Alors, docteur Karim Louali disait justement qu'on ne peut pas attendre la veille de Ramadan pour aller voir son médecin, mais en même temps, on est vraiment à quelques jours du mois sacré. Pour vos patients qui ne sont pas encore venus vous voir ou qui ne sont pas encore allés, les malades qui ne sont pas encore allés consulter de façon générale leur gastro, qui devrait absolument aller voir son spécialiste? Alors, c'est quelque chose que je dis souvent à mes patients. Si les patients qui ont des douleurs d'estomac et qui tout le temps vont s'automédiquer en protecteurs gastriques de toutes sortes, attention, il faut savoir pourquoi votre estomac est entre guillemets dépendant à ces protecteurs gastriques. Est-ce qu'il n'y a pas une maladie sous-jacente qui fait qu'on est dépendant à ces médicaments? Donc quelqu'un qui a tout le temps mal à l'estomac, qui a tout le temps dans son sac ou dans sa poche des protecteurs gastriques, il faut se poser la question. Pourquoi on en a besoin autant? Est-ce qu'il n'y a pas une maladie qui peut peut-être contre-indiquer le jeûne par rapport à ce mois? Donc quelqu'un qui a tout le temps mal, il faut qu'il aille voir son gastro. Autre chose, quelqu'un qui a une anémie dont la cause n'est pas reconnue, n'est pas recherchée parfois, il faut qu'il se pose la question, quelle est la cause de cette anémie? Est-ce que ce n'est pas un problème digestif? Est-ce qu'il n'y a pas un saignement qui passe inaperçu? Et puis qui pourrait aussi contre-indiquer un jeûne, donc aussi quelqu'un qui a une anémie. Les gens qui ont tout le temps mal au ventre, que ce soit à l'estomac ou un peu plus bas, aussi je leur conseille quand même d'aller chercher, de creuser un petit peu plus. Voilà, tout à fait. On va marquer une courte pause. On a, je crois, fait une bonne rupture du jeûne et il reste quand même d'autres repas à discuter avec vous. Allez, on revient dans quelques instants pour une bonne alimentation pendant le mois sacré de Ramadan. À tout de suite.
Vous êtes avec nous sur Médien TV. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien, vous suivez 11 Ito, votre magazine famille et santé. Et à quelques jours du mois sacré de Ramadan, bien évidemment, une émission consacrée à l'alimentation, une alimentation saine, respectueuse de notre organisme, avec les directives de 2 spécialistes. D'abord, une gastro-entérologue, Dr Sarah Al-Woudriri, et Dr Karim Louali, médecin nutritionniste, le duo gagnant pour un Ramadan en bonne santé. Merci à tous les deux d'être avec nous. Nous avons consacré une large partie de l'émission à la rupture du jeûne, qui est cruciale. Et nous avons beaucoup parlé aussi des problématiques gastriques qui découlent aussi d'une alimentation perturbée pendant le mois de Ramadan, notamment d'une mauvaise rupture du jeûne. On va avancer un peu plus. Il y a aussi les petites soirées ramadanesques. Il y a aussi le thé, le café, les petits gâteaux. Ça vous fait sourire, docteur Karim Louali, vous êtes contre, mais on va dire c'est culturel. Non. Alors comment on peut avoir ces petits moments, on va dire, de famille, entre amis, sans être dans la privation en quelque sorte, adhérer à ce qui se fait culturellement, mais en même temps garder des bénéfices pour le corps? Est-ce que je vous demande trop? Non, du tout. Ça va. En fait, la clé de la réussite, c'est la modération. C'est-à-dire que si je vais prendre mon verre de thé ou mon café, que je vais prendre une petite douceur avec, c'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est multiplier les thés et les cafés et c'est finir 1 ou 2 assiettes de douceur. C'est ça. C'est ça. Donc la clé est dans la modération. C'est un mois où la famille se retrouve, où il y a certaines choses à respecter, où il y a les traditions. Il ne faut pas sortir du jeu. C'est ça, exact. Moi, je dis toujours que la clé est la modération. C'est-à-dire qu'il faudrait absolument être raisonné dans ses gourmandises, tout simplement. Et peut-être, pendant la première partie, on n'en a pas parlé. On a parlé surtout de cette rupture écologique pour l'organisme, mais on n'a pas parlé de toutes ces douceurs présentes sur nos tables pendant le mois de Ramadan. Oui, c'est pour ça que moi, je préconise toujours le dîner par rapport à la rupture du jeûne. Parce que si je dîne, même si je dîne copieux, c'est des aliments sains. Je vais avoir de la salade, je vais avoir des légumes, je vais avoir de la protéine, je vais avoir du pain, des féculents, c'est de l'alimentation. C'est pas le Par contre, shbakia. généralement, dans la table de la rupture de jeûne, au-delà de shbakia qui est frit, c'est du msemen, c'est du bghrir, c'est de la farine, c'est des choses qui ont été faites dans de l'huile, c'est des choses qui sont très difficiles, c'est énorme en calories et très très pauvre en micronutriments. Et c'est pour ça que je privilégie plutôt le repas sain que cette rupture de jeûne qui se prolonge. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est la télé, c'est les sitcoms, et puis on s'oublie. On dresse généralement la table devant la télé, et ça ne nous donne pas une conscience de ce qu'on a mangé. Le ftor, il va se prolonger pendant 1 heure, 2 heures, jusqu'au moment de l'appel à la prière du dîner, du l'Isha, et on ne va pas se rendre compte qu'on a passé 1 heure, 2 heures à ingurgiter des choses qui ne sont pas saines autour de la table. C'est ça, absolument. Alors, de la même manière que vous nous avez proposé tout à l'heure une recette respectueuse du corps de l'harira. Donc vous avez remplacé la farine par des légumes, à savoir la pomme de terre et les carottes. Et vous avez remplacé la tomate en conserve par le curcuma. L'une des autres stars du mois de Ramadan, c'est l'eau, au souf, comme on l'appelle selon les régions. Est-ce qu'il y a une bonne façon de le préparer aujourd'hui ? Oui, d'abord, il faut dire que cet aliment est un aliment de choix à Ramadan. Parce que quand même, ça contient énormément de choses nutritives. Des amandes, des noix, des choses des que graines nutritives. De sésame. Voilà, c'est que nutritif. De la farine. Et puis, pour le suhoor, ça reste une technique facile. Alors, quelques cuillères de ça, et puis le tour est joué. Exact. Alors, mais là, c'est au moment de la préparation qu'il y a des choses qui dérangent. Alors, les 2 choses qui dérangent encore, c'est le beurre, parce que généralement, quand on prépare cette préparation, on va mettre du beurre pour que ça devienne... Voilà. Et puis, il y a la farine blanche. Et donc, on peut trouver des alternatives. Et puis, le sucre, parce qu'on sucre, tout de même, on sucre les choses. Donc, on peut parfaitement remplacer la farine blanche par la farine de caroube, qui est sucrée, c'est-à-dire d'un coup de revers, on enlève la farine blanche et on enlève le sucre. D'accord. Et on va mettre les ingrédients habituels. Et on trouve ça où ? Le caroube, ça se vend juste chez les grossistes. l'épicerie fine, ceux qui vendent les olives, etc. Et on peut le faire nous-mêmes. On peut acheter le caroube, on peut acheter le fruit de caroubier, on peut le passer au mixeur et ça fait de la farine. Et ça fait de la farine. Oui, le fameux 1, 2, 3 et ça marche. D'accord. Et puis, on peut mettre nos sésames, mettre nos amandes, etc. Et tout. Et au moment où on veut le rassembler, il y a des petites astuces. Soit que je vais utiliser de l'huile d'argan, ça donne un excellent goût en petite quantité,
parce que c'est quand même un goût fort, pour ne pas vrai. dénaturer le goût de l'eau du sfouf. Ou bien, les amandes eux-mêmes que je mets dedans, je peux mettre de l'huile d'amande. C'est-à-dire quand je mixe ça bien dans le mixeur, ça me laisse l'huile d'amande au fond. Et je peux parfaitement mettre ça pour huiler mon sfouf, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est des astuces qui sont toutes simples. Après, c'est question de goût. Il y a plusieurs manières de sucrer. Si c'est pas assez sucré à mon goût avec la farine de caroube, eh ben, je peux utiliser un édulcorant naturel, comme la stevia, par exemple. Je peux utiliser un sirop d'érable. Il y en a même qui mettent du miel. Le miel. Il y en a même qui mettent du miel. Bon, ça reste encore mieux que le sucre, C'est ça. que ça reste encore mieux que le sucre. Et puis, surtout, ce qui est important avec le miel, c'est que son pouvoir sucrant est plus important que le sucre. C'est vrai. C'est-à-dire, pour avoir le même goût sucré, je mets le tiers en quantité en miel. Donc ça, c'est des astuces. Et je peux en faire un aliment sain et fortifiant en même temps. C'est un bon aliment pour suhoor? Oui, effectivement. Et le suhoor, c'est très important. D'ailleurs, dans la religion, on le dit toujours, il faut toujours retarder le suhoor. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que je prenne des forces pour ma journée, pour que je sois actif durant la journée. Et encore là, il faut des sucres lents, pas rapides. Parce que si je prends des sucres rapides au moment du suhoor, je fais des pics de glycémie, et après des pics d'insuline, et je tombe dans l'hypoglycémie, à la léthargie. Donc il me faut des sucres lents dans ce repas. Docteur Salah El-Boudghiri, est-ce que vos patients sont en demande de ce type d'information? Est-ce que les gens demandent ce genre d'orientation nutritionnelle pendant le mois de Ramadan? Ah oui, de plus en plus. Effectivement, de plus en plus de personnes sont conscientes des risques d'une mauvaise alimentation et sont demandeurs d'astuces et de conseils pour justement passer de ce mois dans de bonnes conditions. Et heureusement, on a de plus en plus de personnes qui nous donnent ce genre de conseils. Exactement. Donc les gens sont de plus en plus conscients, mais on ne cessera jamais de continuer à les mettre au courant. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est encore dans cette phase où on se dit, bon, bah, quand même, un mois par an, allez, je me fais plaisir, j'oublie toutes les règles, même si j'ai un problème gastrique, eh bien, ma table de Ramadan va ressembler à toutes mes autres tables, quitte à avoir certaines conséquences gérables par la suite. Non, en tant que gastro-entérologue et en tant que spécialiste, je ne peux pas me permettre de dire ça. Je ne dis pas, non, oui, voilà. Est-ce que vos patients ont encore ce discours? Pas vous en tant que spécialiste, bien sûr. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je vois les conséquences fâcheuses et dramatiques parfois de ces écarts ou de ces excès qui, pour la personne à une échelle de l'année, c'est un mois par an, mais parfois les conséquences sont dramatiques. Donc non, bon, il faut quand même garder certaines règles de conduite, peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, faire déroger voilà, mais pas durant un mois entier, non, c'est trop. C'est trop. Et puis, il faudrait connaître quelque chose. En fait, il faut peu de temps pour détruire notre flore intestinale. C'est-à-dire que ça prend entre 3 et 6 mois pour la reconstruire, mais 15 jours de junk food suffisent à la détruire. C'est-à-dire que même si c'est un mois, les conséquences sur le tube digestif sont dramatiques. Et puis, il ne faut pas attendre le stade de la maladie. Bien sûr. Parce qu'après, on peut plus, si on tombe malade, si on a un ulcère qui se réveille, c'est fini. On ne peut plus jeûner, on ne peut plus partager ça en famille, on va plus passer le temps à courir d'un médecin à l'autre, d'une thérapie à l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas atteindre le stade de tomber malade et puis de rompre ce cercle convivial, familial, ce mois sacré. C'est vrai. Et cette flore intestinale, c'est quoi justement, docteur? Alors la flore intestinale, maintenant, c'est considéré comme un organe à part entière. Qu'est-ce que c'est que la flore intestinale? C'est un ensemble de bactéries qui colonisent notre tube digestif. Ils sont à peu près 2 milliards de bactéries à coloniser notre tube digestif et leurs rôles sont de plus en plus connus. Ils ont un rôle dans la digestion, ils ont un rôle dans la régulation de pas mal de phénomènes au niveau du corps. Et quand cette flore intestinale est déséquilibrée, les conséquences peuvent être chroniques. De plus en plus de maladies chroniques inflammatoires, notamment maladies de Crohn, rectocolite hémorragique. Les causes sont un déséquilibre de la flore intestinale, non seulement les causes, mais maintenant les traitements, c'est rééquilibrer cette flore intestinale. Mais en fait, ces bactéries, elles viennent d'où?
Elle colonise notre tube digestif depuis notre naissance. D'accord. Alors, dès notre naissance, la flore diffère d'un individu à l'autre. Il suffit qu'on soit né par césarienne ou par voie basse pour que la constitution de notre flore intestinale soit différente. Donc, ce sont ces bactéries qui peuplent notre tube digestif dès notre naissance et qui va vivre avec nous et avec qui on va vivre. Et donc, je disais, c'est un organe à part entière. Et nous sommes arrivés à un stade c'est-à-dire on étudie de plus en plus cette flore intestinale et on est arrivé à un stade où on a compris que c'est aussi un traitement. Donc, je disais tout à l'heure, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, maintenant, les nouveaux traitements, ce qu'on est en train de cibler, c'est la transplantation fécale. C'est-à-dire mettre une flore intestinale saine chez des sujets qui sont malades pour essayer de les traiter. D'accord, et cette flore intestinale, en fait, elle serait quoi? Elle serait constituée en laboratoire? Non, ce sont des selles qu'on traite et qu'on réinjecte à des patients qui sont malades. Donc on prend la flore intestinale d'un patient sain et qui a une flore équilibrée. On traite ça par des méthodes médicales et on la réinjecte, on la transplante chez des sujets malades et ça se fait déjà dans certains pays? Ça se fait déjà, oui, en Europe, en Amérique du Nord, ça se fait déjà, et c'est l'avenir, c'est la méthode de traitement de l'avenir. D'accord. Alors, cette mauvaise alimentation peut donc contribuer à détruire cette flore intestinale? À la déséquilibrer, du moins. Déséquilibrer, exactement. Conséquences, constipation, flatulence... Obésité. Aussi... conséquences extrêmes. Oui, non, mais la flore est un organe. Vous savez, le tube digestif, c'est plus de 160 mètres carrés de surface d'échange. Et certes, le tiers de cette flore est commun aux mortels, mais chacun, c'est comme une carte d'identité. Les deux tiers sont différents. Et puis, cette flore s'entretient. Les bactéries, c'est les probiotiques, mais ils ont besoin de se nourrir. Ils se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent de prébiotiques. Ils se nourrissent de certaines fibres qui sont insolubles, qu'on mange de moins en moins. Comme alors, ce qui est riche en prébiotiques, c'est les asperges, c'est les topinambours, c'est les mahfour, c'est des légumes qu'on voit de moins en moins dans nos plats. C'est la banane qui est riche aussi en prébiotiques. Et en fait, ce sont des oligofructans, ce sont des fibres qui ne sont pas digérées par le tube digestif, qui arrivent intactes. Alors que malheureusement, la junk food, c'est riche en calories, mais il n'y a rien. C'est-à-dire que quand le bol alimentaire arrive, nos bactéries ne trouvent rien à manger alors que ça fait grossir. Et il est important, durant le ramadan, de préserver cette flore intestinale parce qu'on oublie de manger les légumes, on oublie de manger ces aliments qui contiennent des prébiotiques. Merci beaucoup pour tous vos conseils. Vraiment, du début jusqu'à la fin, des conseils riches, des conseils précieux, surtout pour nos téléspectateurs, pour qu'ils puissent passer un très très bon ramadan, qu'ils puissent en profiter d'un point de vue spirituel et avoir surtout aussi une alimentation équilibrée qui va préserver leur bien-être spirituel et physique pendant ce mois sacré. Merci à vous deux. Ramadan Moubarak Saïd. Ramadan Moubarak Saïd. Voilà, et que vous le passiez vraiment en très bonne santé. Je pense que vous avez tous les moyens pour ça. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour une autre interview santé. À tout de suite.